Allez, salut, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, voilà, cher abonné, voilà, parce que je vous considère déjà abonné à ma chaîne. Ok, donc aujourd'hui nous allons continuer au niveau des droits des sociétés. Voilà, nous avons vu déjà la définition de la société, les caractères fondamentaux qui font la société. Voilà, et dans ces caractères fondamentaux, nous avons vu comment en fait une société se crée, comment elle fonctionne et tout ça. Nous allons continuer toujours dans le fonctionnement de la société. Cette formation s'adresse à tout entrepreneur, aux investisseurs, aux associés, aux actionnaires d'une entreprise. Voilà, parce que ce sont les investisseurs, les associés, les actionnaires, voilà, qui sont dans la vie sociétale d'une société, voilà, en fait, qui sont dans le déroulement d'une société, qui décident dans une société pour le bon fonctionnement de la société. Donc, cette formation est importante, elle est très importante. À vous de vous abonner pour suivre et terminer cette formation-là. Voilà, donc on continue toujours. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir le partage des résultats dans la société. Quand on parle de partage des résultats, c'est que après que vous êtes associé, vous avez mis votre argent, vous avez créé vos capitales, vous êtes allé maintenant, vous êtes en entreprise, maintenant vous êtes en train d'entreprendre, vous produisez un bien ou service que vous mettez sur le marché, le bénéfice qui va en résulter sorti de la vente de vos produits ou bien de votre service. Voilà, il faudrait maintenant passer au partage, voilà, des intérêts et tout ça. Donc c'est ce que nous allons voir aussi en droit des affaires, comment le partage des résultats se fait. Donc on va aller. Les résultats, donc je prends le grand titre, le partage des résultats. Les résultats, ce sont les bénéfices, les économies et les pertes. Les bénéfices et les économies doivent être recherchés en commun par les associés. Et cette recherche est si importante qu'elle qualifie la société. Donc on s'entend si bien, comme encore je l'ai dit dans d'autres formations, voilà, lorsque on décide de s'associer dans une société, entreprise, il faudrait que chacun des associés se sente comme qui se sentent un intérêt, ça veut dire qu'une intention envers la société entreprise, envers l'entreprise, que même ces associés doivent aussi participer à la vie sociale de l'entreprise. Lorsque vous êtes associé dans une entreprise, vous devez aussi avoir la possibilité de proposer des idées. Décider aussi pour le bon fonctionnement de la société. En tant qu'associé ou investisseur ou partenaire, comme on peut le dire, ou actionnaire, on ne vient pas mettre, je ne sais pas, le fait que vous me laissez toute la tâche au gérant ou au PDG. Voilà. Lorsque vous investissez dans une société, bien sûr, il y a l'investissement en bourse qui est d'une manière où il y a un cabinet et des courtiers qui se chargent de gérer vos finances là, mais là, ce n'est pas le cas. Nous sommes ici dans un cas de société. Donc, lorsque vous êtes un associé ou un actionnaire, cette formation vous intéresse. Ou si vous désirez être associé ou actionnaire, cette formation vous intéresse. De toutes les façons, en tant qu'entrepreneur, que tu sois gérant ou que tu sois associé, nous sommes tous des associés. Voilà, nous mettons notre argent ensemble dans un but commun, dans la recherche de l'économie. Donc, vous devrez être en mesure que même si vous n'êtes pas le gérant de la société, puisque vous avez mis votre argent, vous devrez aussi pouvoir faire aussi des recherches pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Donc, proposer des idées, pouvoir décider aussi
dans la société. Voilà, que nous allons voir aussi dans des réunions qui sont nommées, on va voir ça dans la suite de la formation. Donc, on ne met pas son argent, on n'est pas associé, ou du coup, on laisse tout à la tâche du gérant et puis on est là et puis on attend, comment dirais-je, le bénéfice en retour. Voilà, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous. Donc, je vais continuer. De même, chaque associé doit accepter le risque de perte. Donc, on s'entend très bien. Pendant que vous cherchez cet argent-là, vous devrez être aussi en mesure de pouvoir accepter de perdre. Puisque un entrepreneur, c'est que, comme on avait vu dans la définition de l'entrepreneur prend des risques. Donc, lorsque vous êtes associé, vous mettez votre argent, c'est un risque. Donc, dites-vous que il peut y avoir des pertes et que cet argent-là peut ne pas vous apporter ce que vous entendez, le bénéfice que vous cherchez. Donc, vous devrez être aussi en mesure de pouvoir participer aux pertes. Voilà, accepter ces pertes-là et puis vous mettre toujours ensemble pour pouvoir atteindre votre objectif. Car la vie entrepreneuriale n'est pas facile. Donc, c'était ça encore. On va continuer. C'est ce qu'on appelle la vocation au résultat. Donc, on va reprendre tout là pour comprendre tout simplement que les bénéfices et les économies doivent être recherchés en commun par les associés. Et cette recherche est si importante qu'elle qualifie la société. De même, chaque associé doit accepter le risque de perte. C'est ce qu'on appelle la vocation au résultat. Donc, cette vocation doit donc exister pour tous. Se pose ensuite la question du partage de ces résultats. D'où les deux points qui vont suivre concernent tout à tout la recherche puis la répartition des résultats. Donc, on va voir tout à l'heure maintenant les deux points. Okay, pour vous rappeler aussi que les documents, ce sont des documents de formation, voilà, venant de la France. Et voilà, donc pour l'instant, cette formation, c'est gratuit. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez me faire signe par email ou rentrer en contact avec moi. Et puis, bon, bref, voilà, je vais vous apporter cela par email. Ok, donc, excusez-moi, je vais essayer d'éteindre la télé là. Il semble que peut-être ça peut vous gêner. Ok. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, on va continuer. La recherche de bénéfices ou d'économies ou le risque de perte. Voilà. Donc, on va aller. Du point de vue de la société elle-même, la recherche d'un bénéfice ou d'une économie est le critère qui historiquement a permis de distinguer cette forme de groupement des autres personnes morales de droit privé. Donc tout cela c'est dans le droit. Voilà, en fait tout ce que vous aurez ici comme information voilà, c'est régi par des lois. Voilà, le fonctionnement, quand vous mettez en associé, en société, voilà, les lois là sont bien prescrites. Donc, ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas n'importe quoi. C'est bien pour ça que dans la définition de l'entreprise individuelle, et on avait parlé un peu des institutions de l'entreprise individuelle, mais l'avantage de se constituer en société, parce que il y avait eu un paragraphe où c'était dit que lorsque vous partez en société, la société entreprise n'est plus à la merci du gérant. Donc, le gérant ne peut pas faire ce qu'il veut de la société puisque c'est régi par des lois. Voilà, il y a chaque type de société par rapport au statut pris à son mode de fonctionnement. Donc, voilà un peu on va continuer. Voilà, je vais reprendre un peu la partie. Du point de vue de la société elle-même, la recherche d'un bénéfice ou d'une économie est le critère qui historiquement a permis de distinguer cette forme de groupement des autres personnes morales de droit privé.
Toutefois, la situation actuelle est complexe. En effet, il est parfois difficile de savoir si un groupement doit être qualifié de société, d'association ou de groupement d'intérêt économique. Donc voilà, on va voir un peu ça, voilà, de société, d'association, puisque bon, bien on dit la société, on se met en association, voilà, donc on va voir la distinction. Tout cela pour vous permettre de comprendre le monde des affaires, le fonctionnement des entreprises, voilà, pour avoir un esprit de pointe lorsque vous êtes en affaires, voilà, vous prendre des bonnes décisions en droit. Puisque lorsque vous êtes en prenant des décisions, vous vous appuyez sur les informations que vous avez reçues. Bon, la société, si pendant que vous êtes mis en association, qu'il y a certains associés qui veulent avoir des comportements qui vont dans un contexte d'un groupement d'intérêt économique ou dans un système d'association, vous le mettez sur le droit chemin. Et donc, cette formation aussi, pour ceux qui sont en entreprise, qui ont des associés, qui n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement d'une entreprise, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous ou vous nous informons, on va vous apporter pour que vous leur donnez ces informations ou que nous aussi, nous soyons disponibles et vous nous faites signe pour que nous leur donnons ces informations afin qu'ils aient cet esprit entrepreneurial, cette culture entrepreneuriale. Voilà, donc on va continuer. Voilà. Jusqu'à arriver, voilà, on a la différence. Parfois difficile de savoir si un groupement doit être qualifié de société, d'association ou de groupement d'intérêt économique. Pour le comprendre, il est nécessaire de décrire l'évolution qui s'est produite dans la définition des finalités de la société. La loi du 4 janvier 1978 ayant apporté un bouleversement considérable à la matière. Ainsi, avant la loi 1978, l'article 1832 disposait que la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice, dans le but aussi de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Aussi, l'opposition était-elle nette avec l'association, puisque selon la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Voilà. De partager le but de l'association, voilà, c'est un peu ça, dans un but autre que de partager le bénéfice. Pourtant, la société, c'est de se mettre entre eux en vue de chercher de l'argent, de l'économie, en vue de partager le bénéfice. Donc, voilà, on continue. Le critère était donc bien la recherche des bénéfices. Depuis 1978, une nouvelle finalité est assignée à la société. C'est la recherche de bénéfices ou d'économie. Ce critère élargit donc considérablement le domaine des sociétés. Dans ces conditions, la société empiète sur le domaine réservé jusqu'à là aux associations et aux groupements d'intérêt économique. Leur distinction n'est pourtant pas sans intérêt. Quelques exemples qui convaincront. D'une part, les sociétés sont soumises à des formalités de constitution assez strictes, alors que les associations non déclarées se créent sans aucune formalité. D'autre part, les sociétés ont une capacité plus complète que les associations. Enfin, et surtout, le régime fiscal des associations n'est évidemment pas le même que celui des sociétés. S'agissant ensuite de distinguer la société du groupement d'intérêt économique, la tâche n'est guère plus facile.
L'ordonnance du 23 septembre 1967 a permis la création d'un tel groupement dont le but est de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître leurs résultats les résultats de cette activité et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le groupement d'intérêt économique permet ainsi à ses membres de coopérer sans viser à titre principal la réalisation de bénéfices. Par exemple, dans les activités de recherche, mais alors force est de constater que tant de sociétés que le groupement d'intérêt économique sont aptes à la recherche d'économie. Donc, si je veux un peu bien parler des groupements d'intérêt économique, on peut prendre la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs où les entreprises, cela représente les entreprises pour défendre leurs droits et voilà en quelque sorte. Donc vous mettez, voilà, on peut parler un peu, comparer un peu au groupement d'intérêt économique. Voilà, je pense bien. Si pour certains qui ont d'autres définitions, peuvent les laisser aussi en commentaire. Et donc, il se peut toutefois que la société ne réalise pas de bénéfices, ni même d'économies. Il importe alors que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. L'article 1832, alinéa 3, demande aux associés, en contrepartie de leur vocation aux bénéfices et aux économies, de s'engager à contribuer aux pertes. Donc là, c'est une loi. Voilà, pendant que vous êtes un associé, vous êtes associé ou bien investisseur dans une entreprise, l'article en droit des affaires, il faudrait aussi, l'article 1832 alinéa 3, vous demande aussi de contribuer aux pertes. Pendant que vous faites de l'argent à partir de la société, ou même pas, mais lorsqu'il y a des passifs, des dépenses ou des crédits et tout ça, vous devrez être aussi en mesure de venir en aide à la société et non laisser tout cela à la charge du gérant ou du PDG. Ok. Donc, cette notion ne doit pas être confondue avec l'obligation aux dettes. En effet, l'obligation aux dettes concerne les rapports des associés avec les créanciers de la société. On se comprend bien. Elle est fonction de la nature de la société et ne peut pas être modifiée statutairement. Au contraire, donc, aux dettes, les créances, en ce qui concerne les créances, il ne peut pas être modifié statutairement. Au contraire, la contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés. À la liquidation de la société, la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles sera déterminée. Donc, pour ceux qui connaissent la liquidation, au niveau de la liquidation de la société, ce que nous ne souhaitons pas tous, mais si par malheur vous êtes en difficulté, l'entreprise n'est pas en difficulté, voilà, on parlera de liquidation judiciaire au niveau de la société, donc la liquidation de la société. Bon, donc sur ce point-là, voilà, c'est ce qu'on là je vais reprendre ici. À la liquidation de la société, la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles sera déterminée. Donc, selon les statuts, je pense qu'on se fait bien comprendre. Par rapport peut-être, moi, vous aurez, on va le couper tout simplement pour vous dire que vous aurez une formation spéciale, voilà, au niveau des droits des affaires, au niveau des entreprises en difficulté, pour ne pas arriver à la liquidation de la société. C'est un document, ça serait une formation payante malheureusement, puisque c'est un dispositif qui a été mis pour tout entrepreneur, tout chef d'entreprise par la justice, voilà, pour protéger votre entreprise,
pour éviter que votre entreprise arrive à la liquidation judiciaire et protéger l'emploi. Voilà, donc ça sera une formation de pointe pour vous. Il faudrait que chacun d'entre vous s'en approprie. Lorsque nous allons arriver à là, je vais vous faire signe. Maintenant, pour ceux qui sont déjà intéressés, vous pouvez me faire signe par email. Et voilà, je vais vous apporter, suivi d'une formation vidéo emportée en privé. Voilà, pour vous. Donc, pour ceux qui seraient intéressés. Donc, on va continuer. Je vais reprendre là. Voilà, tout simplement. Au contraire, la contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés. À la liquidation de la société, la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles sera déterminée. Celui qui aura payé le plus que sa part prévue dans les statuts aura un recours contre ses associés. Le principe étant que chacun contribue aux pertes proportionnellement à la part de capital qu'il détient dans la société. Donc c'était un peu, je pense qu'on avait un peu parlé de ça. Et même pour vous dire que tout simplement, sur ce point-là, pour comprendre très simplement, lorsque vous constituez le capital, chacun aura envoyé sa part, le capital social, pour démarrer votre entreprise. Par rapport à la part de chacun qui aura apporté, si par exemple vous avez 20%, j'avais déjà dit ça sur les vidéos, si vous avez 20% dans la société, lorsque il aura un problème au niveau de la société, et vous contribuerez aussi, si les problèmes à atteindre, vous calculez tout le coût de ce problème, ou par rapport, on peut dire le problème, vous allez participer par rapport à vos pourcentages dans l'entreprise, à vos pourcentages dans le capital social, par rapport à ce que vous avez comme pourcentage dans le capital. Si vous avez aussi, en ce qui concerne au niveau de la liquidation, lorsque on parle de liquidation, de la société, très simple, on ferme la société ne peut plus fonctionner, donc on vend tous les biens, le patrimoine de la société, tous les bénéfices qui vont résulter, soit maintenant on va rembourser les frais de nos créances, voilà, et maintenant en ce qui reste, chacun prendra dans l'économie qui reste, dans les fonds qui restent, par rapport à ce qu'il a comme part dans le capital social, si je me fais bien comprendre. Donc voilà, on va continuer. Voilà, on va aller directement maintenant sur la répartition des résultats. Je pense qu'on va se comprendre sur ce point-là. Ok. Donc je vais essayer de reprendre un peu sur le côté là, pour répéter encore, voilà. Et pour vous dire que à la liquidation de la société, la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles sera déterminée. Celui qui aura payé plus que sa part prévue dans les statuts aura un recours contre ses associés. Le principe étant que chacun contribue aux pertes proportionnellement à la part de capital qu'il détient dans la société. Donc on va maintenant sur la répartition des résultats. La répartition des résultats dans le silence des statuts se fait proportionnellement aux apports de chacun. C'est la solution retenue par l'article 1844-1 du Code civil. Mais il ne s'agit pas là d'une règle d'ordre public et les associés peuvent organiser un mode de répartition inégalitaire. Donc voilà. Tout ça, c'est maintenant, on parle dans le fonctionnement, dans la vie sociétale d'une entreprise. Voilà. Certains recevant une part de bénéfices plus importante que leur participation au capital ou à l'inverse participant aux pertes dans une proportion moindre. Ok. On parle d'un système d'injustice, voilà, si on veut comprendre bien. Les clauses léonines constituent toutefois une limite à ne pas franchir. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le code léonine, il faudra aussi vous renseigner. Voilà, c'est un grand sujet là sur ce point. Bon,
Vous pouvez aller sur Internet, taper clause léonine en sûreté, vous allez vite comprendre sur ce point-là. On va aussi définir ça aussi simplement. On appelle clause léonine la clause qui permet à un associé de se tailler la part du lion. Donc là, on va un peu dans un système de jeu, mais tout cela pour vous donner en même temps la vie sociétale. Comme je vous avais dit, le fonctionnement d'une entreprise a un système. Voilà, ça c'est pour vivre la vie sociétale dans une entreprise. Vous avez déjà cette information de telle sorte que, en ayant cette information, lorsque vous serez en train de diriger votre entreprise, quand ces gens d'événements, à partir de cette formation, vous allez choisir, vous allez prendre ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Et puis maintenant, lorsque ces genres de choses arrivent, vous allez trouver des systèmes et tout ça pour pouvoir pallier à ça, mettre fin à ça et tout ça. Maintenant, si ça vous convient, voilà, chacun, puisque effectivement, si on veut bien voir dans la vie sociétale d'une entreprise, pour le porteur de projet lui-même qui a eu l'idée du projet, il est aussi bien pour vous de vous arranger à avoir la plus grande part dans la société et du capital social. Le minimum, c'est 51%. 51%. Et ne pas les lâcher. Si vous n'avez pas les moyens, discutez avec vos partenaires financiers, au moins dans la moindre des coûts, dans la moindre des choses, soit fait de part égale, ou d'autre part, vraiment vous arranger à avoir le minimum, le 51%, les 49%, voilà, peuvent aller à la... Pour vous permettre de pouvoir vous-même mieux diriger votre entreprise, et que vous soyez aussi le décideur dans votre entreprise. Pour ne pas que du jour au lendemain, peut-être votre entreprise vous lâche. On en a vu déjà beaucoup d'exemples, hein, des personnes qui ont eu de bons projets, qui ont porté des projets où malheureusement ils n'avaient pas de grands pas dans la société. Ils se sont vus arracher leur entreprise par ceux qui avaient plus les moyens. Et là, ce n'est pas bien. C'est ce qu'on vous dit tout simplement. Les clauses léonines constituent toutefois une limite à ne pas franchir, puisque là, au niveau des droits des affaires, c'est pas normal, puisque quand on parle des droits des affaires, des droits des sociétés, on s'entend très bien. Mon droit, c'est qui me revient à mon avantage. Donc, je vais reprendre là encore pour vous dire qu'on appelle clause léonine la clause qui permet à un associé de se tailler la part du lion. Par allusion par allusion à la femme de La Fontaine, la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Donc là, comme je vous dis, nous vivons la vie sociétale dans une entreprise et donc en matière, et pour vous dire clairement, en affaires, en business, c'est une jungle. C'est une jungle. Chacun cherche à être un prédateur. Voilà, on peut voler ton idée. Voilà, si tu as une belle idée, tu n'as pas su la conserver, on peut te la voler. Si tu as même un projet où tu as émis ce projet, tu te fais des associés, si tu n'as pas su gérer, on peut t'arracher ou tu peux être le minimum, tu peux avoir la plus petite des parts dans la société. Tu peux ne même pas être considéré parce que tu n'auras pas eu d'argent ou tu n'as pas su user d'une intelligence et on peut dire d'une intelligence malin pour t'en sortir, puisque à partir de ce moment-là, c'est une jungle. Chacun cherche à se faire plus d'argent et comme si tu n'as pas mis un système pour pouvoir t'approprier plus de parts dans la société, ben là, tu es fichu. Là, tu deviens la brebis ou la chèvre, hein, et ceux qui ont plus les moyens deviennent les lions. Et là, ils vont te manger. Ils vont te manger, c'est une jungle, et c'est comme ça. Donc, c'est la vie sociétale, c'est comme ça le monde des affaires. Le monde des affaires, c'est une jungle. Tout le monde est là pour chercher de l'argent. Et donc, quand vous créez votre société, soyez très prudent. Si vous n'avez pas les moyens, en tout cas pour vos associés, arrangez-vous à mieux les connaître.
arrangez-vous aussi à les maîtriser pour que ensemble vous ayez une idée vraiment en commun. Voilà, pas du coup des idées séparatives où il y a de la rancœur et tout ça, la mauvaise foi et tout ça. Ce n'est pas du tout bien pour la culture entrepreneuriale. Voilà, de toutes les façons, sachez une seule chose, le monde des affaires, c'est une jungle. Chacun cherche à se faire de l'argent. Chacun cherche à avoir l'honneur, la gloire. Donc, soyons tous prudents et prenons de bonnes décisions. Sachons faire, sachons entreprendre. Cette formation vous ouvrira l'esprit en de telle sorte que vous allez comprendre bien avant ce qui peut se passer devant vous, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions. Dans l'avenir, nous allons vous donner encore des systèmes et par rapport à les expériences que nous avons vécues et des choses qui nous sont arrivées, où nous avons perdu certains projets et tout ça, qui ont été faits même par des institutions d'État. Hein. Nous avons fait des partenariats avec eux, même pour de l'argent, des institutions d'État, mais ils nous ont montré que le monde là n'est pas aussi ce qu'on pensait. Voilà. Donc, on ne va pas trop aller dans tous les détails, mais sachez que dans le business, dans le monde des affaires, c'est une jungle. Voilà, chacun cherche à se tailler la plus grosse part et arrangez-vous à être un prédateur, à être un lion, que d'être une brebis ou une chèvre, une proie. Voilà. Donc, on va continuer. Ce sont ainsi interdits. Donc, les clauses léoniennes sont ainsi interdites en droit des affaires. C'est normal puisqu'on parle des droits. Donc, je vais reprendre là. Par allusion à la fable de La Fontaine, la guenise, la chèvre et la brebis en société avec le lion sont ainsi interdits. Les clauses qui, dans le contrat de société, ont pour effet d'attribuer tous les bénéfices ou toutes les pertes à un seul associé. Cette condamnation se retrouve dans le Code civil à l'article 1844-1 qui dispose que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. En créant une société, les associés ont en vue le partage des bénéfices et des économies en sachant que s'il y a perte, ils devront les assumer. Il reste que les associés peuvent prévoir un partage inégal malgré des apports égaux ou des partages égaux malgré des apports inégaux. Ce qui importe, c'est que subsiste pour chacun un espoir de profit et de risque. Et donc voilà un peu ce qui se passe en société-entreprise. Donc c'est bien de se former, la formation, c'est ce qu'on dit, vous prenez d'abord des informations en avance pour que quand ces genres de problèmes arrivent, vous gagnez en temps, comme je vous ai dit. Donc on va continuer maintenant, poursuivre encore le fonctionnement de la société, pour vous parler maintenant de la volonté de s'associer, ou on appelle encore d'une autre l'affectio societatis, la volonté de s'associer. La volonté de s'associer n'apparaît pas explicitement comme un élément fondamental de la société, tout au moins dans la définition qu'en donne l'article 1832 du Code civil. C'est la jurisprudence qui a utilisé cette notion plus ou moins approuvée par la doctrine. L'affectio societatis revêt une double signification. D'une part, il faut entendre par là intention de travailler en commun. L'intention de travailler en commun, comme je vous l'avais dit un peu plus haut, trouver des associés de bonne foi et qui ont vraiment l'intention de travailler avec vous, de travailler
voilà, le bon profit, le bon fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire la volonté de la part de l'associé de participer à la vie sociale d'une façon active et intéressée. Autrement dit, l'associé ne doit pas se contenter de faire des apports et attendre qu'on lui envoie des comptes sociaux. Comme je vous l'avais dit, il ne va pas venir mettre son argent et puis attendre que le gérant travaille sur ou les autres travaillent sur et puis on vient lui donner l'argent, il est assis. Il doit participer aussi dans l'entreprise, il doit proposer des idées, voilà, chercher des clients et tout ça, voilà, puisque aussi s'il est comme un entrepreneur, il est un investisseur entrepreneur investisseur. Ce sera une attitude passive de sa part. Il doit au contraire chercher à faire des bénéfices en participant à la vie sociale de l'entreprise. D'autre part, la participation de l'associé doit également s'exercer sur un pied d'égalité. Tout lien de subordination est exclu, car le contrat ne serait plus alors un contrat de société et les contractants ne seraient plus des associés. En pratique, l'affectio societatis est utilisé par la jurisprudence pour qualifier les contrats dans les situations incertaines et réparer les sociétés fictives. Voilà, les sociétés fictives. Ok. L'affectio societatis, critère de qualification d'un contrat. Il est parfois difficile de déterminer si l'on est en présence d'une société ou d'un autre contrat. Quelques exemples le montrent. D'abord, il peut être nécessaire de distinguer la société et le prêt. C'est une question fort ancienne et toujours d'actualité. En effet, lorsqu'une entreprise ne prospère pas, celui qui a fourni des fonds prétend volontiers qu'il les a prêtés et se croit fondé à en réclamer leur restitution. Donc, on parle vraiment de la vie sociétale d'une entreprise. Voilà, ça arrive que celui qui, lorsque ça ne marche pas, bon, ben, les investisseurs vont plutôt vous dire de rembourser leur argent. Genre, ils vont transformer ça en crédit et puis ils vont venir vous emmerder. Voilà, moi je t'ai prêté mon argent, il faudrait me rembourser. Donc là, en droit des affaires, ça ne se passe pas. Donc, c'est ce qu'on va parler. Voilà, au niveau de l'affectio societatis. Tout ça sont des informations que vous, en tant que dirigeant, si vous avez, ou toute personne, vous avez pris connaissance, de partager cela avec vos associés. Mais si ce n'est pas le cas, si vous voulez avoir une influence, vous pouvez entrer en contact avec nous afin que nous partons les informer pour leur dire que voilà comment fonctionne une société. Si vous êtes mis en contrat de société, voilà comment elle doit fonctionner, voilà comment vous devrez vous comporter. Donc, on va continuer. Donc, pour reprendre là, en effet, lorsqu'une entreprise ne prospère pas, celui qui a fourni des fonds prétend volontiers qu'il les a prêtés et se croit fondé à en réclamer leur restitution. Or, en tant qu'associé, il ne pourra pas les récupérer, tenu qu'il est de contribuer aux pertes. À l'inverse, si l'entreprise réalise des profits, les autres associés, pour éviter de partager les bénéfices avec lui, peuvent être tentés d'affirmer qu'il n'a mis des fonds à disposition de la société qu'à titre de prêt. Donc voilà un peu les injustices qui peuvent arriver. Quand maintenant les bénéfices se passent en grande quantité, tout va bien, le gérant peut commencer à trouver, à dire que non, c'est des prêts, c'est un prêt que vous avez donné, attendons à vous rembourser par prêt. Non, pourtant vous avez signé un contrat d'associé, donc vous devrez partager les bénéfices ensemble et continuer, voilà, la vie de société ensemble. Donc, on va aller maintenant, voilà, pour dire maintenant, le recours à la notion d'affectio societatis permet alors de qualifier le contrat. Si celui qui a fourni les fonds s'est réservé ou reconnu, excusez-moi, voilà, donc le droit de participer aux décisions sociales. Donc là encore, on reprend. Pour vous dire, là,
Le recours, lorsque pour éviter de partager les bénéfices avec lui, voilà, les autres associés. À l'inverse, si l'entreprise réalise des profits, les autres associés peuvent éviter de partager les bénéfices avec lui. Peuvent être tentés d'affirmer qu'il n'a mis des fonds à disposition de la société qu'à titre de prêt. Le recours à la notion d'affectio societatis permet alors de qualifier le contrat. Si celui qui a fourni les fonds s'est réservé ou reconnu le droit, de participer aux décisions sociales, il est un associé. Voilà. S'il a le droit et si pendant ce temps vous avez signé le contrat ou comme André vous a dit, vous reconnu, si celui-ci qui a fourni les fonds s'est réservé ou reconnu le droit de participer aux décisions sociales, il est un associé. Et le refus de participer aux pertes éventuelles est une prétention léonienne. Voilà, donc est une prétention léonine. Donc comme on avait vu le mot léonine, donc vous pouvez aller léonine en droit des sociétés et tout ça, vous allez prendre plus de renseignements dessus. Donc n'ayez pas le comportement léonine dans votre société entreprise. Voilà. Dans le cas contraire, il n'est qu'un prêteur et sa prétention au remboursement est fondée. Si en fait ce dernier est venu pour vous donner cet argent, il est assis chez lui, il ne participe pas à la vie sociale de la société, il ne propose aucune idée, il est là et puis bon, bref, il n'y a pas eu de contrat signé en tant qu'associé, en tant que tel, il n'est pas même fondateur, donc c'est un prêteur. Dans d'autres cas, s'il a signé tout cela et puis bon, il veut avoir plus que les autres ou plus que ce qu'il a apporté ou encore décider de donner les dépenses à un autre, c'est une prétention léonienne qui n'est pas bonne. Hein? Voilà, donc on n'a pas cette prétention léonine. Voilà. Donc on va continuer. Un problème de qualification identique existe entre la société et le louage d'ouvrage. Ainsi, il n'est pas rare qu'une personne fournisse un certain travail et qu'elle soit rémunérée. En tout ou en partie par une participation au bénéfice. Donc on se comprend bien. Est-elle alors un apporteur en industrie associé? On avait vu déjà l'apport en industrie. Hein. Donc voilà, tout simplement l'apport en industrie, ce dernier, c'est soit un associé qui apporte sa connaissance, sa compétence, voilà, ok, à l'entreprise. Donc on va reprendre. En tout état, ainsi il n'est pas rare qu'une personne fournisse un certain travail et qu'elle soit rémunérée en tout ou en partie par une participation au bénéfice. Est-elle alors un apporteur en industrie à l'entreprise ou un salarié intéressé au bénéfice? La question est importante. Si les affaires vont mal, l'apporteur risque d'être obligé de contribuer aux dettes, tandis que le salarié peut, quant à lui, réclamer son paiement à la société. Donc, on se comprend bien. En tant qu'associé en industrie, tu dois aussi contribuer aux pertes. Mais le salarié, voilà, c'est son salaire, quelle que soit la situation. Donc, on connaît un peu l'histoire aussi qui continue, voilà, qui existe. La réponse réside ici encore dans l'examen en l'attitude de l'intéressé. Exerce-t-il ses fonctions de manière subordonnée sans participer aux décisions sociales? C'est un salarié. Est-il admis à contrôler la gestion? C'est alors un associé. C'est clair et net. Donc, on va continuer. L'affectio societatis, critère d'existence de la société. L'affectio societatis, critère d'existence de la société. L'affectio societatis permet encore de débusquer les sociétés fictives. Il se peut en effet que des personnes fassent semblant de contribuer, de constituer une société alors qu'il ne s'agit en réalité que
de construire une façade destinée à masquer les agissements d'un seul qui a recours à des prête-noms, l'absence de volonté de s'associer, l'absence de tout intérêt pour la gestion sociale révèle alors le caractère fictif de la société. Donc, c'est aussi simple et clair. Vous faites votre activité, vous êtes seul, vous refusez de vous associer. Et c'est ce qu'on dit aussi, vous êtes un entrepreneur individuel, vous gérez une entreprise individuelle, vous êtes dans le secteur informel, vous gérez une entreprise fictive puisque vous n'êtes pas constitué en société, vous n'avez pas d'associé devant l'État. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà, ça c'est ce que nous rencontrons en société, entreprise, voilà, la vie sociale, entreprise, voilà. Donc, c'est très important pour nous tous, voilà, pour qu'ensemble nous ayons cette information, afin que nous ayons vraiment une culture entrepreneuriale, vraiment une culture entrepreneuriale. Donc, merci aussi de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo, conseillez aussi cette vidéo de formation à d'autres personnes, à vos associés et tout ça, à toutes ces personnes que vous sentez qui sont des entrepreneurs investisseurs. Cela vient dans votre intérêt, afin que nous tous nous soyons informés des droits des affaires pour que nous vraiment protégeons notre entreprise et nous participons au bon fonctionnement de notre entreprise. Et donc voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur pour Entrepreneuriat TV, qui a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat, former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Vous allez apprendre les droits des affaires, la gestion d'entreprise et la vente en entreprise à partir de cette chaîne. Et aussi, cette chaîne a pour but de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Donc, abonnez-vous pour qu'ensemble nous créions ce vaste réseau, car c'est très important. Et aussi, nous allons aussi, à partir de cette chaîne, participer à la création d'entreprises. Nous allons vous proposer des idées de création d'entreprises, enfin, et aussi proposer des systèmes de financement pour créer ce type ces entreprises, afin de créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Donc, sur cette chaîne aussi, vous êtes libre de laisser en commentaire tous vos savoir-faire. Si vous êtes un artisan, un porteur de projet, vous cherchez un partenaire d'affaires ou un partenaire financier, et si vous avez un produit ou un service à vendre, si vous avez un talent, une compétence à proposer, laissez-le en commentaire et partagez cette vidéo. Cela vient dans votre intérêt. Donc, merci de m'avoir suivi. Voilà, si vous avez besoin des documents, faites-moi signe par email, je vais vous les apporter. Et donc, nous allons maintenant nous laisser. Pour le prochain coup, nous allons voir maintenant les différents types de sociétés qui existent. Et ensemble, tout cela pour nous permettre d'avoir une bonne culture entrepreneuriale, afin d'être des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires. Merci.